justement, je vais passer la parole à la politique, Audrey Pulvar, parce que vous êtes adjointe à la mairie de Paris, ça tout le monde le sait, pour ces questions-là, et vous êtes très active, et de ce point de vue, on se suit, on se croise dans d'autres enceintes d'ailleurs, où on doit soutenir parfois des situations pénibles. Il y a un plan alimentation durable à Paris qu'il faut rappeler, qui est quand même pluriannuel, de 2022 à 2027. Donc ça, vous nous redirez quand même comment il a été construit et quel consensus politique on a là-dessus à la mairie de Paris. La mairie de Paris est le premier acheteur bio public en France. On ne le sait pas, donc pour la restauration collective, évidemment. Et par les temps qui courent, c'est bien de le rappeler, hein, puisque apparemment le mot bio est un mot tabou. Vous avez créé surtout quelque chose de formidablement intéressant, c'est l'idée de connecter la métropole de Paris à son territoire nourricier, et notamment au travers du projet intéressant d'Agri-Paris-Seine, c'est-à-dire qui va jusqu'en Normandie, etc., et qui repose la question des relations ville-campagne, hein, notamment sur ces approvisionnements. Et puis vous avez un programme évidemment social d'accessibilité, puisque si il y a une nourriture de qualité qui arrive à Paris avec près de 400 points de vente d'alimentation durable à Paris, et la question c'est comment les personnes qui n'y ont pas accès pourraient y avoir accès. Voilà, donc peut-être d'abord votre réaction par rapport à ce film qui est à la fois très loin de Paris, mais qui en même temps doit forcément résonner sur des questions... Bien sûr. Sur beaucoup de points. Alors d'abord, bonsoir à tous. Bon, je garde mon masque, vous comprendrez pourquoi, et mes excuses pour la toux intempestive pendant le film. J'ai essayé d'être le plus discrète possible, mais ce n'était pas forcément possible. Bravo pour ce film, qui, je pense, nous touche chacune et chacun. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, beaucoup de correspondances avec ce que je vois tous les jours, et puis par rapport à ce qui a été dit. Alors je vois qu'Emmanuel de Toc en Stock, pardon, Toc Toc Panier, c'est l'opération avec Réseau Cocagne. Donc Toc en Stock est présente, et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de réentendre ce qu'elle a entendu dans l'après-midi, puisqu'on s'est vu dans l'après-midi sur les mêmes sujets dans le 18e arrondissement. Et je n'ai pas de double discours. Moi, ce qui m'a frappé, entre autres choses qui m'ont frappé dans ce film, mais ce qui m'a frappé, c'est de retrouver cette question de la position, du regard et du surplomb que peuvent avoir les institutions par rapport aux personnes qui s'adressent à elles. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure et que je vais répéter donc ce soir, c'est que on essaie vraiment à Paris, on a mis en place depuis 5 ans, puisqu'on est en 2025, énormément de dispositifs de ce qu'on appelle d'accessibilité pour les Parisiennes et les Parisiens, et singulièrement les plus modestes, à une alimentation durable. Il y avait déjà des choses qui existaient avant, mais on a vraiment démultiplié tout ça. Mais avec vraiment toujours ce souci, y compris d'ailleurs quand on est sur un schéma plus large, Agri-Paris-Seine, le bassin de la Seine, etc., vraiment le souci de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum, moi tous les jours je répète à mon équipe, à mes services, etc. Enfin, je ne le fais plus maintenant parce qu'ils ont compris, mais pendant les 3 premières années, tous les jours, je disais attention à ne pas se retrouver dans une position de surplomb. Que ce soit en tant que ville, avec Agri-Paris-Seine, je vais expliquer rapidement ce que c'est par rapport aux autres territoires qui composent Agri-Paris-Seine, que ce soit en tant qu'organisateur de politique publique, dans tout ce qui concerne justement l'accessibilité. Donc on a plein de dispositifs, je pense par exemple au défi foyer alimentation positive qu'on organise dans plusieurs arrondissements chaque année avec le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, qui est un dispositif d'accompagnement de familles modestes identifiées par des centres d'action sociaux, essentiellement dans les quartiers prioritaires, enfin les quartiers politiques de la ville. Et l'opération, c'est que pendant 8 mois, ils sont accompagnés pour identifier dans leur quartier les lieux où ils peuvent avoir accès à une alimentation durable et bio à prix abordable compte tenu de leurs revenus. Ensuite, il y a toute une phase d'apprentissage de recettes, anti-gaspi, etc. Et puis comment... Alors ça n'a rien à voir avec les moyens financiers, hein, comment on cuisine un navet boule d'or et un topinambour en décembre,
c'est beaucoup plus compliqué qu'une tomate et un concombre à partir du mois de juin-juillet. Il y a des visites de ferme, des rencontres avec des agriculteurs, etc., etc. Mais dans ce dispositif-là, il est hors de question pour nous, comme dans tout ce qu'on met en place, d'être les sachants qui vont expliquer au bon peuple ce qui est bon pour lui. Donc on est vraiment dans une dynamique de réciprocité, d'échange, de partage. Et toutes ces personnes qui participent au défi foyer alimentation positive, elles ont des choses à nous apprendre. Elles ont des choses à apprendre aux agriculteurs du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça crée des choses comme ce qu'on vient de voir dans ce film. Parce que les gens qui participent au défi foyer alimentation positive, ce sont des familles qui ne se connaissent pas entre elles, qui habitent le même quartier, bon, peut-être une ou deux qui habitent le même immeuble, mais grosso modo, si je vous dis que s'il y a des gens, enfin ici il y a probablement des gens qui habitent à Paris, qu'on va prendre 50 familles de votre quartier et que vous allez devoir travailler ensemble pendant 8 mois. Ben, les 50, vous ne les connaissez pas. Et donc, le fait d'être dans cette logique de réciprocité, de partage, d'échange, eh bien, ça crée du lien, comme ce qu'on a vu dans votre film, au lieu d'être dans une posture de l'institution qui parle à ceux qui vont en bénéficier, où là, ben, finalement, on vient, on prend ce à quoi a priori on a droit et on repart dans sa solitude. Et les personnes qui participent au défi, jusqu'à maintenant en tout cas, n'en sortent jamais comme elles en sont rentrées, comme elles y sont entrées, pardon. Il y a à la fin se créent des AMAP, à la fin se créent des associations, à la fin des gens nous disent mais moi je vais changer de vie, je vais aller créer alors justement c'est pas un jardin, je vais aller créer un potager ou un verger partagé. Je vais reprendre mes études sur les questions d'alimentation, etc., etc. Donc il se passe vraiment quelque chose. Et que ce soit dans ce dispositif-là, que ce soit dans celui Toc Toc Panier, donc, qui est mis en place dans le 18 et dans le 19 entre Réseau Cocagne et l'association Toc en Stock, qui est une association créée par des infirmières. Vous me contretisez, Manuel, si je dis des bêtises, hein, pendant la période de Covid et dont l'objectif est vraiment de sensibiliser le grand public sur les questions de nutrition, de santé, etc. Mais là aussi, j'ai assisté à un atelier la semaine dernière. On est dans cette logique de réciprocité qui crée du lien, alors qui ne produit pas forcément de l'espèce sonnante et trébuchante ou du kilo de patates, mais qui crée du lien social et du génie humain. Et ça, c'est évidemment très important. Et c'est valable pour l'ensemble des... Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup pour l'ensemble des dispositifs qu'on met en place, mais tout à l'heure, avant le film, on a eu j'ai fait la petite boutade de on n'en fait en fait jamais assez. Bon, on pourrait se dire qu'on en fait déjà beaucoup à Paris sur ces sujets-là, mais on n'en fait jamais assez. Je vais vous prendre un exemple. On a un dispositif dont on est vraiment très content, c'est le fait de voter chaque année 300 000 € qui sont consacrés à l'accompagnement de l'Armée du Salut et de Vie Circuit Court, qui est une antenne de la Croix-Rouge, pour qu'ils s'approvisionnent en denrées bio, durables, de proximité, et qu'ils les redistribuent à une trentaine d'associations qui ensuite soit les transforment, comme la Chorba par exemple, soit en font des paniers comme Vrac, etc., etc. Et donc, chaque semaine, ce sont 10 000 personnes, c'est à peu près 10 tonnes de fruits et légumes bio, locaux, de saison, et évidemment de qualité qui sont distribués. Et ce sont 10 000 personnes qui ont accès à une aide alimentaire. Alors moi, j'aime pas trop dire bénéficiaire, mais en tout cas, des personnes qui ont accès à une aide alimentaire de meilleure qualité, et qui en sont évidemment très contents, parce que ce que j'ai pu constater... pas seulement depuis 5 ans, mais aussi par le passé, c'est que tout le monde est conscient de ce que c'est que mieux manger. Hein. Tout le monde a envie, quels que soient ses moyens, et à la limite, moins on a de moyens, plus on est conscient du sujet, que ses enfants mangent mieux. Et des personnes qui, y compris, ça m'est arrivé de participer à des distributions alimentaires, des personnes en situation de très grande précarité, de très grande exclusion, de très grande fragilité,
allez, prenons un cas type d'un migrant en situation irrégulière qui dort sous une tente à Porte-de-la-Chapelle, qui ne parle pas très bien le français et qui est vraiment dans une situation de précarité absolue. Mais cette personne-là, quand vous lui servez dans une distribution alimentaire à manger, elle sait faire la différence entre le truc plus trop consommable dont on se débarrasse et la chose qui aura été préparée, etc. Donc vraiment, pour nous, c'est très important de prendre ça en considération. Et donc ce dispositif dont on est très fier, qui a, la vertu de faire en sorte que 10 000 personnes qui ont recours à l'aide alimentaire aient une aide alimentaire d'encore meilleure qualité, mais qui a aussi un autre effet, c'est que finalement, eh bien, d'autres associations qui n'ont pas forcément ce dispositif-là se posent quand même la question du contenu de ce qu'ils mettent dans l'assiette des personnes qui le servent. 10 000 personnes, c'est super, mais en fait, on sert pour l'aide alimentaire plus de 200 000 repas par semaine à Paris. Donc 10 000, c'est 5%. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse mettre non pas 300 000 euros, mais 3 millions d'euros sur la table. Ça viendra peut-être. Parce qu'il y a aussi ce combat que je mène, y compris au sein de l'exécutif parisien. Ça commence à prendre, mais ça a été long, de convaincre, et ça rejoint un peu le point de vue du film, que c'est pas parce qu'on est dans une situation compliquée, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas parce qu'on a faim qu'on ne peut pas avoir accès à une alimentation de qualité. Mais ça demande en face une volonté politique, parce que ça ne tombe pas évidemment du ciel. Et ça, j'ai mis du temps à convaincre, y compris au sein de l'exécutif parisien. Moi, je me suis beaucoup entendu répondre, t'es gentil, mais les gens, ils ont faim, donc donnons-leur à manger. Oui, mais pourquoi leur donner n'importe quoi ? Essayons de leur donner quelque chose de mieux. Juste encore un point sur la question de la réciprocité et du surplomb. Nous, on ne parle jamais, en tout cas dans mon équipe, dans ma bouche, dans celle des directions concernées, on ne parle jamais de bien manger. On parle toujours de mieux manger. On considère que chacune et chacun vient avec ses moyens, ses habitudes, sa culture, ses connaissances, ses envies, ses appétences, et qu'il n'est pas question pour nous de dire aux gens, vous mangez mal, on va vous dire comment bien manger. En revanche, on veut dire comment on fait ensemble pour mieux manger. Et donc on est vraiment sur cette question du mieux manger. Un mot rapide sur Agri-Paris-Seine, parce que ce sont deux volets. Il y a l'accès à l'alimentation durable, c'est pour une ville comme Paris, le premier levier, celui de la commande publique, c'est-à-dire la restauration collective, 13 centimes d'euros pour un enfant issu de ménages les plus modestes, et pour avoir pour 13 centimes d'euros dans son plateau tous les jours des produits bio, locaux, cuisinés sur place ou en cuisine centrale proche avec un très court temps entre la préparation et la consommation, des fruits et légumes de saison, des fromages bio, etc. etc. C'est un choix politique. Ça mobilise des fonds. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce levier de la commande publique, aujourd'hui, Paris, premier acheteur bio de France, c'est super. Mais et on est à deux fois et demi les objectifs de la loi Egalim. Et si toutes les collectivités déjà atteignaient les objectifs de la loi Egalim, la filière alimentation durable et bio, elle serait quasiment sauvée. Donc on se dit, non seulement on peut en amont accompagner des agricultures qui préservent les écosystèmes, qui préservent la santé des agriculteurs, qui préservent le revenu des agricultrices et des agriculteurs, un juste partage de la valeur, qui sont meilleurs pour la santé publique et meilleurs au goût, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, l'idée c'est quand même de mieux manger aussi en termes de saveur. Donc non seulement on fait ça en amont, en plus on développe les filières de conservation, de logistique, de distribution, etc. Et au bout, on a des convives qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'avoir accès à cette alimentation, mais qui par choix politique de la ville vont y avoir accès via la restauration collective. Donc ça, c'est une grosse partie dont on s'occupe. Effectivement, on a créé cette association de coopération territoriale Agri-Paris-Seine avec tous les territoires
allant du nord de Lyon jusqu'au Havre. Donc on n'a pas tous la même sensibilité politique, etc. Donc ça a été un gros travail. Et on s'est au moins mis d'accord sur des critères de durabilité très exigeants. Par exemple, la HVE n'en fait pas partie. Et là, on s'organise depuis 3 ans. Bon, ça prend du temps. On est en train d'arriver à des actions très, très significatives pour faire en sorte que ce levier de la commande publique, il soit décisif en termes de structuration des filières. Aujourd'hui, 30 millions de repas en restauration collective pour la ville de Paris, 35 millions avec la Seine-Saint-Denis, 90 millions si on prend en compte toutes les collectivités qui concernent Agri-Paris-Seine. Si on a aujourd'hui à Paris, on est à 57, quasiment 57% de bio et ou durable, dont 46% de bio. L'objectif du plan alimentation durable, c'est 100%. Mais si dans les 90 millions de repas, là, on était à 56% de bio ou durable, et provenant de moins de 250 km autour de Paris, donc c'est le bassin de la Seine, ça a un effet, on l'a quantifié, cet effet, on l'a étudié, on l'a quantifié, sur les filières d'élevage, sur les filières de transformation de produits laitiers, sur les filières de légumineuses, sur les filières de maraîchage, etc. Ça, c'est la partie restauration collective. Et la partie qui concerne plus ce dont on parle ce soir, c'est la partie accessibilité, parce que tout le monde ne mange pas à la cantine, à la crèche ou dans des EHPAD ou des restaurants administratifs. C'est tout ce qui est le maillage du territoire, et singulièrement, et je vais m'arrêter, parce que ça peut durer 4 heures, le maillage du territoire en lieu d'alimentation durable à prix abordable. Donc ce sont des épiceries sociales et solidaires, des cuisines partagées, des cuisines solidaires, des halles alimentaires. On a un très beau projet là, dans le 11e arrondissement par exemple, des magasins bio qu'on aide à s'installer, des commerces d'alimentation durable. Et les bailleurs nous sont très très utiles et sont des alliés très puissants, puisque avec le soutien des bailleurs, on arrive à installer en pied d'immeuble tous ces lieux d'alimentation durable, les installer dans de bonnes conditions. Il ne s'agit pas là aussi de faire des trucs moches, pas éclairés, pas chauffés, etc. parce que, entre guillemets, c'est pour les pauvres. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et on en arrive presque à l'effet inverse, où les populations qu'on voudrait toucher voient les installations et se disent non, mais c'est pas pour moi, c'est trop beau, c'est pas pour moi. Donc là aussi, il y a un gros travail d'aller vers, etc. Et donc, vraiment, dans cet état d'esprit, encore une fois, de réciprocité, de ne pas être en surplomb et de participation citoyenne, on arrive à faire beaucoup de choses. Moi, j'aimerais qu'on en fasse beaucoup plus, mais on arrive à faire beaucoup de choses. Un mot très rapide sur la question précise des jardins partagés. Alors, il y a 2 choses. Il y a l'agriculture urbaine professionnelle, donc effectivement, c'est les pariculteurs. On a 80 sites, 30 hectares cultivés, petit bout par petit bout, ça fait 30 hectares. L'agriculture urbaine professionnelle, c'est un secteur économique, ça crée de l'emploi non délocalisable, c'est aussi de la pédagogie, de la formation, ça aide la ville à être plus résiliente, plus fraîche, on crée des îlots de fraîcheur, des îlots de biodiversité, etc. Mais l'agriculture urbaine professionnelle n'a pas vocation à nourrir la population parisienne, mais ce ne serait pas suffisant. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'agriculture urbaine de loisirs. Alors typiquement, ce sont les potagers, vergers, jardins partagés. Et là, il y a effectivement tous les sujets dont vous avez parlé, là, qui me allumaient à chaque fois des souvenirs. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux gens, mais c'est super, on a une asso, on a des riverains qui sont motivés. Ouais, ils sont motivés en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Et puis en novembre, ça devient un petit peu plus difficile. Et puis la 2e semaine de février, là, c'est carrément compliqué, quoi. Donc, même si tout le monde est de bonne volonté, mais enfin, voilà, il y a la vie, il y a la météo, il y a la fatigue, il y a tout ça. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut être très, très, très fin dans l'approche et vraiment être dans la participation citoyenne. Et puis, dernier point vraiment, vous disiez 100 hectares, ça nous intéresse ces 100 hectares. Alors d'abord, il faut savoir qu'à Paris, quand il y a 1 mètre carré de libre, il y a 10 personnes qui ont des idées. Il y a
l'adjointe à l'agriculture qui veut faire de l'agriculture urbaine, il y a l'adjoint à la végétalisation qui veut mettre des arbres, il y a l'adjoint à l'ESS qui veut installer un petit projet ESS dans le coin, etc. etc. Donc déjà, c'est compliqué de récupérer de l'espace. Et puis sur l'agriculture, je prends souvent cet exemple pour les pariculteurs. Le dernier pariculteur qu'on a fait, parce qu'on le fait tous les 2 ans, on a mis 20 sites à disposition des candidats. Et pour avoir 20 sites, il a fallu en expertiser 200. Parce que sur vos 100 hectares, là, il y a un, peut-être pas là, mais il y a un du foncier reconnu au patrimoine de France, donc pas du tout, on ne peut rien changer, on ne peut pas changer une feuille d'arbre. Voilà, espace vert protégé. Il y a 2 de l'espace vert dédié à la végétalisation où on ne voudra pas mettre d'agriculture. Il y a des endroits où la terre est polluée, où on ne pourra faire que de la floriculture, etc., etc. Et donc, entre les prétentions des uns et des autres sur telle parcelle, la question de la pollution, l'exposition, vent, exposition nord, exposition sud, etc., etc. Enfin, toutes ces choses-là font qu'à la fin, il reste plus beaucoup d'espace pour monter des projets, mais on le fait quand même. Voilà, j'ai été très longue, pardon. Merci. Vous faites beaucoup de choses, c'est pour ça. Moi, je voulais vous poser quand même une question, mais on va vous donner tout de suite la parole. Je suis surpris comment les gouvernements d'extrême droite, en particulier Javier Milei par exemple en Argentine ou maintenant Donald Trump, la première chose qu'ils font, c'est supprimer les crédits de l'aide alimentaire. Ça vous inspire quoi, ça? Pourquoi ils font ça? Oui, c'est vous. Ils suppriment, les premières choses qu'ils font, c'est qu'ils suppriment les crédits à la culture, à l'éducation et effectivement à l'aide alimentaire. Et là encore, il y a 2 jours, Donald Trump a sorti un décret qui bloque un certain nombre de dispositifs publics. Écoutez, moi, je pense que... En fait, il y a un humoriste américain, un des humoristes qui font des shows le soir, là, des shows quotidiens le soir. Donc là, c'est Stephen Colbert, qui, la semaine dernière, disait, mais rappelez-vous ce que disait Donald Rumsfeld. Alors, les moins jeunes d'entre nous se souviennent qui est Donald Rumsfeld. Oui, les plus jeunes, donc c'était le ministre de la Défense américain au moment où les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak pour la 2e fois. Donc ça, c'était avec George Bush fils. Et Rumsfeld disait, il y a ce qu'on sait, ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Pas faux. Et l'humoriste disait, il avait oublié quelque chose, il avait oublié ce que... Alors, du coup, je suis perdue. Il avait oublié ce qu'on... Non, il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas, ce qu'on sait qu'on sait, ce qu'on ne sait pas qu'on sait, et il avait oublié ce qu'on sait mais qu'on ne veut pas savoir. C'est-à-dire, on sait, je veux dire, Xavier Milei, le programme était clair. Ces gens-là disent ce qu'ils vont faire, en fait. Disent ce qu'ils vont faire. Donald Trump dit ce qu'il va faire depuis toujours. L'extrême droite en Europe dit ce qu'elle va faire. Donc pourquoi on ne les croit pas? Pourquoi, enfin, quand je dis on, ça ne veut pas dire on, chacun d'entre nous, j'imagine, ne vote pas pour l'extrême droite, mais pourquoi Trump, là, a reçu non seulement une majorité de bons électeurs, mais une majorité très large du vote populaire, y compris dans des catégories de la population inimaginables. Les jeunes, alors les femmes pas toutes, mais une partie, les latinos, etc., etc. Mais pourtant, il a dit ce qu'il allait faire. Donc moi, je suis assez frappée par cette capacité que nous avons à savoir des choses, mais à ne pas vouloir les savoir ou à ne pas vouloir les voir. Personne ne devrait être étonné de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut même pas leur reprocher d'avancer masqué. C'est ça qui est terrible. Ils ont l'impudence de dire tout ce que Trump fait aujourd'hui et tout ce qu'il fera dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, c'était écrit, même noir sur blanc. Le fameux projet 2025, c'était écrit noir sur blanc. Donc, ou bien on est frappé de sidération collective, ou les réseaux sociaux nous ont tous rendus abrutis. Un peu. Un petit peu de ça.
Ou alors, moi je me dis que peut-être qu'il y a une espèce de ressort, j'ai presque envie de dire malfaisant, chez chacune et chacun d'entre nous, qui n'attend que d'être activé par des personnes comme ça. Et que donc c'est effectivement, ça demande un effort personnel et quotidien de lutter contre la tentation du mal, quoi. Et que peut-être il y a une grande partie des gens qui n'arrivent pas à lutter contre cette tentation, y compris si le mal se retourne contre elles et eux immédiatement. Alors, je rajoutais que d'un point de vue politique, s'attaquer d'emblée à l'aide alimentaire, c'est s'attaquer à ce que vous construisez politiquement, c'est-à-dire une socialisation de l'alimentation. Pour eux, c'est impensable que l'alimentation sorte des marchés et sorte d'une transaction marchande. Et c'est-à-dire que le marché doit réguler les segments de population, donc de la merde pour les pauvres, etc., etc. Et l'idée de socialiser quelque chose, ça leur est parfaitement insupportable. Et l'aide alimentaire, c'est de la socialisation alimentaire. Donc, et pour eux, ça déresponsabilise l'individu, puisqu'ils considèrent que l'individu est seul responsable de sa situation. Et que maintenir ça, c'est maintenir finalement une providence, une protection collective, et que c'est ça qu'il faut détruire. Alors que ça crée des émeutes de la faim en Argentine, etc., etc. Oui, mais non, moi j'ai envie de vous dire, à la limite, ils ne sont pas les seuls responsables du sujet. Parce que quand même, le déséquilibre mondial qui fait qu'aujourd'hui, on produit 1,5 fois ce qu'il faudrait de nourriture sur la Terre pour nourrir chaque être humain à sa faim, et que pourtant, il y a entre 900 millions et 1 milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim. C'est pas que de la faute de Trump et de Milei, quoi. On est quand même dans un système... La faim dans le monde, ça n'est pas quelque chose d'inéluctable. Faites un film dessus, je vous en prie. Ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. C'est un choix politique global. Aujourd'hui, on produit dans le monde, alors ça demanderait une réorganisation, etc., mais on produit dans le monde 150% de la nourriture qu'il faut, notamment en termes de céréales, pour chaque être humain. Donc aujourd'hui déjà, on a les moyens de nourrir chaque être humain. Et quand vous voyez, je prends souvent cet exemple du Brésil, parce que c'est quand même un géant du système alimentaire mondial, quand vous voyez qu'au Brésil, sur une population de à peu près 200 millions de personnes, il y a 30 millions de personnes qui ont faim dans un pays immense, tropical, où il y a absolument tous les climats, tous les terroirs, toutes les conditions pour que tout le monde mange à sa faim. Il y a 30 millions de personnes qui ont faim, mais le Brésil exporte du soja pour nourrir nos cochons, ici, en Europe. Ben, c'est pas que de la faute de Trump et de Milei, quoi. J'ai interviewé une chercheuse qui s'appelle Larissa Bombardi, une chercheuse brésilienne absolument fascinante qui vit maintenant en Europe parce qu'elle est menacée dans son pays. Elle a écrit un livre que je vous conseille qui, je pense, s'appelle « Pesticides, un colonialisme chimique », enfin, qu'elle a tiré d'une étude qu'elle a menée, où elle démontre le principe du cercle du poison, c'est-à-dire le fait que des pesticides interdits en Europe soient exportés au Brésil, utilisés au Brésil pour nourrir le bétail, pour faire pousser des antibiotiques pour le bétail, mais des pesticides pour faire pousser les fruits et les légumes, qui sont ensuite importés par l'Europe depuis le Brésil. Donc le pesticide, non seulement il est interdit en Europe, et on le trouve pas assez bon pour nous, mais assez bon pour les Brésiliens, mais en plus il revient quand même dans nos assiettes. Et ça, c'est des choix politiques qui n'appartiennent pas qu'à Trump, Milei ou Erdogan ou Orban. Vincent a fait un film sur ces enjeux qui s'appelle La République bio, et qui expliquait tous ces enjeux de choix de système alimentaire. Et j'en profite pour faire la publicité de Vincent Glenn, qui vient de sortir son dernier ouvrage, On ne sait jamais. Alors, on sait qu'on ne sait pas, qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on saura un jour ce qu'a voulu dire Vincent Glenn dans ce livre, si vous l'achetez pour la modique somme de 12 €.